Alors, bienvenue à tous les parents qui sont déjà là et à tous les parents qui sont nombreux en train d'arriver. Ravie de vous retrouver pour cette troisième conférence. Et ce soir, ce n'est pas un petit thème. On va parler de la rivalité entre nos enfants. Et comme d'habitude, on va partir en partage d'écran. Alors, on va le faire correctement, sinon ça risque de ne pas marcher. Donc, on y va. Le temps que ça arrive. Et voilà. Donc, c'est effectivement notre troisième conférence. Le thème de ce soir, toujours nos ados et nos pré-ados. Rivalité, conflit, dispute. Je craque. Là, j'ai envie de vous dire, ça va les parents, vous allez bien? C'est pas trop dur? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Alors, je crois que rien ne nous sort de nos gonds autant que les disputes de nos enfants. Non? Qu'est-ce qui se passe quand ils se disputent? Pourquoi ces situations, elles nous rendent si anxieux et si nerveux? Alors, j'ai fait la liste des différentes réponses que l'on peut trouver, que je peux m'imaginer, mais il y en a peut-être d'autres. N'hésitez pas à me les partager à l'écrit si vous voulez. Déjà, on aime tous nos enfants. On aimerait qu'ils s'aiment, on aimerait qu'ils se soutiennent, on aimerait qu'ils soient solidaires. Et donc, quand on les voit se disputer, c'est un peu nos rêves qui s'effondrent. Également, on ne veut pas faire de préférence entre nos enfants. On aimerait pas qu'un se sente plus aimé que l'autre. Peut-être nous-mêmes, on a souffert de ça quand on était jeune. Peut-être on a eu la sensation qu'il y a eu des préférences, des différences, ou qu'on a été un petit peu moins aimé, ou peut-être plus. Et on n'aimerait pas reproduire cette chose-là. Donc, souvent, il y a un petit rappel du passé quand même par rapport aux rivalités de nos enfants. Et on n'aimerait pas qu'ils vivent le même type de conflit qu'on aurait vécu nous-mêmes. Et du coup, ça réveille quelque chose chez nous d'assez intense, on va dire. Et puis surtout, ça fait du bruit, hein? On avait envie de se détendre, on avait prévu de lire un peu, et puis bam! Il y a sûrement plein d'autres raisons. Mais c'est vrai que les disputes de nos enfants, ça crée quand même euh, une nervosité, des réactions souvent assez intenses chez les parents. Alors, j'ai décidé de m'arrêter un petit peu sur les valeurs que l'on souhaite transmettre à nos enfants et qui, effectivement, oui, c'est des valeurs qui sont importantes et sur lesquelles, j'ai envie de dire, on tient, on attrape, on ne veut pas lâcher. Et c'est parfois ça qui va aussi être source de conflit. Alors, pareil, j'ai énuméré un certain nombre de valeurs liées à la fraternité entre frères et sœurs, à la fratrie, à la rivalité, bien sûr. Il y en a certainement plein d'autres que vous avez à leur transmettre. Mais ces valeurs-là, qui nous tiennent à cœur, qui sont si chères à nos yeux, comme par exemple, j'ai mis le partage, où les parents aimeraient que les enfants s'entraident, s'acceptent l'un et l'autre, collaborent l'un avec l'autre. Et puis, on voudrait vraiment qu'ils aient la sensation qu'on les a traités de la même façon, qu'ils sentent qu'on les a aimés, qu'ils s'aiment l'un l'autre, qu'il y ait de la solidarité. Et puis, je m'adresse aussi à tous les enseignants et à tous les animateurs de colo. D'ailleurs, je remercie à nouveau la colonie ERAD, qui est l'instigatrice de ces rendez-vous, de ces conférences. Et une partie des animateurs sont là, donc je m'adresse aussi à vous. C'est un peu la même chose quand on est dans un groupe. On aimerait que les jeunes s'amusent, mais qu'il y ait de la solidarité, qu'ils ne soient pas l'un contre l'autre. Moi, je veux mieux que lui, moi, je veux plus que lui, je triche pour gagner. Non, on aimerait qu'ils se soutiennent. Toutes ces valeurs-là, elles sont chères à nos yeux, mais elles ont aussi une petite part de responsabilité dans les conflits qui vont arriver, parce que souvent, on va avoir la sensation que les conflits ils vont contre ces valeurs. Et du coup, on va réagir parfois de façon un petit peu intense lorsque nos valeurs sont bafouées. C'est ça, hein, la colère, la frustration. C'est aussi cette notion de comment mes enfants, ils s'aiment pas, c'est pas possible, comment ils vont être quand ils vont être grands, etc. Alors, on va faire un petit travail justement sur ces fameuses valeurs et je vous invite tous et toutes
à m'accompagner dans cette petite expérience que j'aimerais vous faire vivre. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer et de penser, voilà, vous respirez, vous vous détendez, lâchez les épaules, fermez les yeux, posez les pieds au sol. Et maintenant, essayez de vous rappeler une des valeurs transmises par vos parents, une ou plusieurs valeurs que vos parents vous ont transmises, qui vous a marqué, dont vous vous êtes imprégné. Voilà, pensez à cette valeur, pensez-y encore, voilà. Notez-la si vous voulez, pour vous-même ou sur le chat si vous avez envie de partager. Voilà. Allez, je joue le jeu avec vous. Une des valeurs transmises, par exemple, par mes parents, c'est la générosité. OK. Maintenant, je vous pose une question importante. Demandez-vous de quelle façon ces valeurs vous ont-elles été transmises? Concentrez-vous, essayez de vous rappeler. Est-ce que c'est par des cris, des leçons de morale ou des menaces? Je ne vous vois pas, mais je sais que ça cogite dans votre tête. Personnellement, moi, mes parents m'ont jamais, menacée ou obligée, mais je les ai vus. Je les ai vus dévoués dans une communauté, dans leur communauté. Je les ai vus à chaque fois qu'on tapait à la porte pour demander de l'argent pour une yeshiva, pour une école. Même dans les périodes difficiles, mon père ne fermait jamais la porte sans donner une enveloppe à la personne. Donc je l'ai vécu, je l'ai vu. Et en général, quand je pose cette question-là aux parents, 100 des parents me répondent: «Cette valeur a été transmise par le modèle». Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de faire avancer le texte. La valeur a été transmise beaucoup plus par le modèle que par des leçons de morale. Et arrive donc du coup la conclusion. Nos enfants ne feront pas ce qu'on leur dit de faire. Ils feront ce qu'on leur montre. Et ce sur quoi on les entraîne, évidemment aussi. C'est la raison pour laquelle je disais juste avant que toutes ces jolies valeurs que nous essayons de transmettre à nos enfants, qui sont parfois la cause d'une certaine tension, parce qu'on a la sensation de ne pas y arriver. C'est pas forcément la bonne façon qu'on utilise des fois. C'est-à-dire que, la meilleure, la plus belle façon de les transmettre, c'est à travers le modèle. À travers, j'avais parlé la semaine dernière pour ceux qui se rappellent, l'image. Utiliser des exemples, raconter des histoires, en être un modèle, et cetera. Donc ça, c'est juste en guise d'introduction. Bien entendu, on va rentrer un peu plus dans les détails de, ces fameuses disputes qui nous font sortir de nos gonds aussi parce qu'elles arrivent pile au mauvais moment. Donc là, j'ai choisi, une image un petit peu humoristique sur ces moments électriques que l'on peut vivre. Voilà, vous avez préparé Shabbat, vous avez fini le ménage, vous avez fini le repas. Ouf! Je vais me poser 2 minutes, je vais en profiter pour échanger 2 mots avec mon mari et là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça ressemble à votre quotidien ça. Attendez, il ne veut plus avancer. Ce qui se passe vraiment. Ça vous rappelle quelque chose ça? C'est ah! Je crois que ça se passe pas comme on avait prévu. Alors voilà. «Il m'a tapé! Mais je l'avais en premier, c'est lui qui a commencé! Pourquoi tu lui as permis et pas à moi? Il m'a tué maman, regarde maman, c'est lui! Pourquoi lui tu lui mis plus de jus d'orange que moi? Ah mais lui il a trop de chance, hein! Je déteste mon frère!» Je jette un coup d'œil sur les visages. Ça fait partie du vécu ça? Ça vous rappelle des choses? Je regarde si ça hoche les têtes, mais je vois les caméras fermées. Bon, les quelques caméras ouvertes confirment. Bon, ça va, j'ai pas été, piocher tout ça dans un autre monde. Je crois qu'on vit dans le même monde. Bon, alors, évidemment que ça joue aussi sur l'état dans lequel ça va nous mettre, hein. Quand vous étiez
juste 2 secondes pour vous poser. Des fois, on est juste pas émotionnellement capable de supporter une dispute de plus, n'est-ce pas? On est humain. Alors, la question suivante que je vais vous poser, c'est du coup, que faites-vous? Qu'avez-vous déjà tenté? Pareil, j'ai fait la liste de ce que vous avez probablement déjà fait lors des disputes de vos enfants. Alors, j'ai tenté ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites, bah, écoute, hein, moi je suis occupée, ils n'ont qu'à se débrouiller, de toute façon, c'est des trucs de gamins, c'est des trucs d'enfants, qui gèrent tout seul, hein. Voilà, vous pouvez confirmer ou non si c'est ce que vous faites parfois. Ça vous arrive. Là, je vois des têtes qui se hochent. Peut-être c'est pas ce que vous faites. Peut-être vous vous dites, je vais faire une enquête pour savoir qui a raison, qui a tort. Il faut dire la vérité. Il y en a qui font ça? Parfois, vous allez punir celui qui a commencé. Non, pas celui qui a commencé, pardon. Celui qui a menti. Non, pas celui qui a menti, celui qui a frappé en premier. Bah attends, mince, on punit qui du coup? Celui qui a commencé, celui qui a menti ou celui qui a frappé en premier? Je me suis un peu perdue. On se perd, hein, des fois dans tout ça. Parfois, vous allez faire la morale. Vous avez les enfants, votre frère, votre sœur, vous l'avez pour la vie, hein. Vous savez que le jour où hein, vous savez, hein, les frères et sœurs, c'est précieux, hein, les copains, les amis et tout, un jour, on les connaît plus, mais les frères et sœurs, c'est pour la vie. Il faut aimer ton frère. Il y en a qui font ça? Il y en a qui font ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On les fait culpabiliser. Vous me rendez malade. J'en peux plus. J'ai mal à la tête de vos disputes. On a tout essayé des fois. On a essayé tout ça et d'autres choses encore. Voilà, bah ouais, c'est tout. Ouais, je punis tout le monde parce que j'en peux plus. Voilà, tout le monde punit. Voilà, bah, j'avais dit qu'on regarderait un film ensemble. On le fera pas. Les glaces, vous n'en aurez pas. Quand vous vous comportez comme ça, il n'y a rien pour personne, c'est terminé. Privé, on ne va pas à l'anniversaire. On fait ça des fois aussi? Et si c'était rien de tout cela? Ah bah, j'ai pas une baguette magique, je vais vous sortir quoi? On a tout fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste pour gérer les disputes de nos enfants? Alors, bah écoutez, on va continuer sur notre réflexion, on va voir si on trouve autre chose. On va réfléchir un petit peu. Déjà, la première question que je vais vous poser. Est-ce qu'on doit se mêler des disputes de nos enfants? Alors c'est vrai que je ne peux pas trop créer la cacophonie sur le Zoom, mais c'est très intéressant de créer un débat, parce qu'il y a toujours des pour et des contre. Et je ne vous cache pas qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. Alors, j'en ai réuni certains. N'hésitez pas, si vous voulez écrire pour ou contre. Magali, tu as tout fait. Doit-on se mêler des disputes de nos enfants? Alors, je viens de voir un ça dépend, Marvin, je pense que c'est sur ça que tu répondais. C'était tout à l'heure sur est-ce qu'on doit intervenir en général, ouais. Tout Le à degré fait. de violence, Ok. Alors, j'ai coupé les micros, mais n'hésitez pas à réagir à l'écrit si vous voulez. Moi, j'ai réuni des raisons pour et des raisons contre, mais vous pouvez en ajouter si vous voyez que certaines n'ont pas été mises, hein. Je n'ai pas tout mis forcément. On va commencer par les pour. Pourquoi faut-il se mêler? Bah déjà, on ne se mêle pas, mais ils sont en train de se massacrer là, les gosses. Je sais pas, mais on va se retrouver avec un œil au beurre noir. Va voir ce qui se passe. Regarde ce qu'ils font là. C'est un massacre dans la chambre. Donc, des fois, il faut vraiment se mêler parce que sinon, il va y avoir une catastrophe. Notre rôle de parent est de sécuriser. Donc, on ne peut pas permettre des situations, effectivement, que ce soit des coups ou non, parce que parfois il y a de la violence verbale. On ne peut pas permettre le fait qu'un enfant soit en insécurité. C'est notre rôle d'intervenir. Pour cela, je fais un petit rappel sur le cadre dont j'avais parlé il y a, à la première conférence et où j'avais expliqué que les parents sont les garants du cadre. Et donc, ça donne pas mal de raisons d'intervenir. Aussi, on ne va pas se montrer indifférent, sinon c'est quasiment comme si on ne les aimait pas. Un enfant qui a l'impression de se faire régulièrement embêter par son frère ou sa sœur sans que le parent n'intervienne, il va vraiment se poser la question si on a de l'intérêt pour lui, quoi. Puis ensuite, il y a des rapports de domination qui peuvent se mettre en place si on n'intervient pas et qui peuvent créer sur du long terme le dominant-dominé.
la victime et le bourreau, entre guillemets, bien sûr, ça reste des enfants. OK, il y a sûrement d'autres raisons de ne pas se mêler, d'autres raisons pour se mêler, pardon, et si vous y pensez, n'hésitez pas à les ajouter. Je lirai, la discussion dès que j'ai fini de remplir la slide. Les raisons de ne pas se mêler. Ben, souvent on se mêle et en fait on aggrave la situation. Ça peut aussi arriver qu'on la voit plus grave que ce qu'elle n'est vraiment. Ça veut dire, nous, on les voit là lever le ton. Alors on intervient en disant: «Mais, ça suffit, qu'est-ce qui se passe et tout?» Et les enfants ils font: «Mais non, on est en train de jouer». «Ah, non, parce que pourquoi je me suis énervée, pourquoi je me suis inquiétée?» Je vais vous donner un cas un peu classique. C'est, 2 enfants qui se disputent pour avoir le même objet. Les parents vont acheter le même objet et d'un coup, l'objet est délaissé. On en a acheté 2 pour 2 enfants. Que se passe-t-il? Le jouet ne les intéresse plus. Ça arrive ça aussi, hein. Donc des fois, le fait de se mêler, ça n'arrange pas la situation puisque en fait, c'était pas ça le problème. C'était pas qu'ils voulaient 2 jouets, c'est qu'ils voulaient peut-être, juste gagner. Voilà, je lis vite fait. D'accord. Alors, le problème quand on se mêle et qu'on distribue des cartons rouges, le perdant va chercher sa revanche. Parce que dans les disputes des enfants, il y a souvent, ils disputent l'amour de leurs parents. Ils se disputent quand on se mêle. Quand on se mêle systématiquement, les enfants, ils veulent qu'on leur donne raison parce que ça veut dire qu'on les aime plus. Ils ont des choses à se prouver. Donc si vous intervenez et vous donnez raison ou tort à l'un des enfants, celui qui a eu tort, il se sent loser, il se sent perdant. Ça peut même toucher à son estime de lui-même. Souvent, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, je dirais chez des enfants, ça reste quand même beaucoup plus inconscient. Ils vont provoquer une autre dispute dans laquelle le protagoniste aura tort, genre ils vont un peu le titiller jusqu'à qu'il tape, et vous allez vous mêler et prendre sa défense. Mais tu ne peux pas le taper comme ça, regarde, tu lui as fait mal, regarde, il a un rouge maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Et là, il a eu mal, on l'a tapé, hein, mais il savoure sa victoire. Ah, il y en a pour moi maintenant. Ah non, parce que c'était bon là, hein, que mon frère, il m'accuse à tort, que je me fasse engueuler, hein, et maintenant, ah, je l'ai bien provoqué jusqu'à qu'il fasse un truc interdit et bam, il a pris pour sa tête. Et moi, j'ai de partout. On ne se rend pas toujours compte de ces phénomènes qui se jouent sous nos yeux. Je peux vous dire que moi, je les observe souvent. Quand on est un petit peu informé, on le voit se jouer. Papa, regarde ce qu'il m'a fait. Non mais regarde, il m'a tué. L'enfant va augmenter son pleur avec cet espoir que son parent, se mêlant, va donner tort à l'autre. Ça leur apporte quelque chose de jubilatoire. Donc parfois, c'est vraiment une mauvaise idée de se mêler. Parce qu'en fait, on met du moulin à la situation. On entretient les disputes en se mêlant. Alors, ça affaiblit le plus faible. Pourquoi ça affaiblit le plus faible en fait? Parce que quand vous allez prendre la défense du plus faible, vous allez faire exactement ce qui se passe lorsqu'un enseignant n'a pas d'autorité et que le directeur rentre dans la classe pour prendre sa défense. Vous devriez l'écouter quand même, c'est quoi ça? C'est pas normal de se comporter comme ça. Il sort le directeur. Qu'est-ce qui se passe avec ce prof? Il a complètement perdu son autorité. Les élèves vont peut-être rien dire tout de suite parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Mais au fond, ils ne le respectent plus. Ils se disent: «Il n'est pas capable de s'imposer». C'est la même chose. Quand vous venez et vous dites à la grande sœur: «Tu parles pas comme ça à ta petite sœur. Mais regarde, tu lui as fait de la peine, regarde, ça va pas» et vous distribuez des raisons et des torts. On verra que ce genre de réaction, dans certaines circonstances, peut être tout à fait, une bonne réaction. Mais si on est systématiquement en train de remonter le plus faible en disant, «Arrête s'il te plaît, sois gentil avec lui, arrête de l'embêter s'il te plaît». On se mêle beaucoup comme ça, en fait, le faible va se sentir faible. On en fait quasiment une victime potentielle.
parce qu'elle a pris l'habitude de montrer sa faiblesse et d'être défendue. Et ça peut créer, je dis pas que ça va créer, on ne sait pas, je suis pas prophète, mais ça peut parfois créer une position dans laquelle l'enfant se placera lorsqu'il sera dans l'arène de l'école. Désolée pour le terme, mais parfois c'est un petit peu ça. À part ça, nos enfants, il faudrait qu'ils apprennent un petit peu à gérer leurs conflits et trop se mêler, ça les coupe en fait de cette, cette intelligence qui va leur permettre de se positionner dans un conflit. Allez, j'ai cité, toutes les raisons et je termine avec la plus déprimante. De toute façon, quoi que je fais, c'est mal. Désolée, je vous ai un peu plombé l'ambiance, mais peut-être qu'il y a des parents qui se sentent compris. Je regarde un peu les visages. Peut-être vous vous dites: «Bon, bah, au moins elle nous a un peu compris». OK. Ça, c'était pour, j'ai envie de dire, pour mettre en lumière les façons de communiquer qui ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, il faut toujours démarrer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait qui ne fonctionne pas? Et une fois qu'on a compris pourquoi ça ne fonctionne pas, alors on se dit: «Bah, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fonctionne» et du coup, notre cerveau s'ouvre et on est réceptif pour découvrir les différentes clés qui vont permettre de modifier tout cela. Voilà, allez, je vais essayer de vous en donner un maximum et évidemment le programme rivalité, dispute, conflit, il dure environ 18 heures. C'est dire, un peu moins parce que je rajoute une ou 2 séances sur tout ce qui touche au harcèlement scolaire. Donc on va dire 14-15 heures sur la rivalité, les disputes entre les enfants et les heures qui suivent sont consacrées à la gestion du harcèlement. Donc, évidemment qu'en 1 heure, je vais mettre un max, mais je ne pourrais pas tout mettre, c'est évident. Alors, on va encore un petit peu rester dans la théorie, mais cette fois-ci, on va plus dans le concret. Parce que finalement, les disputes, est-ce qu'elles ont un intérêt? Là, depuis là, ce qu'on a, là, je vous ai déprimé, les disputes, ça paraîtra jamais. Quoi vous faites, vous ferez mal. Bon, mais maintenant, je vais vous dire quand même quelque chose. On va partir sur les bonnes nouvelles. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que les disputes à la maison, elles apprennent beaucoup à vos enfants. Et on ne devrait pas les supprimer. C'est vrai que tout le monde rêverait d'avoir une maison dans laquelle il y a 0 dispute. Mais les disputes, ça leur amène quand même quelque chose. Ils en ont besoin. Un enfant qui n'aurait jamais été en conflit à la maison, se positionner par rapport à son frère, il ne saurait pas se positionner dans la cour de récréation. Mais j'ai été trop vite là. Les disputes ont-elles un intérêt? Je commence avec de l'humour d'abord. Oui, l'intérêt, c'est de nous pourrir la vie et de nous préparer au fait qu'ils vont bientôt partir et qu'on dira ouf. Ça, c'était pour rigoler. Mais évidemment, il y a un autre intérêt que je vais vous présenter, d'autres intérêts que je vous présente. Les enfants, lorsqu'ils se disputent, ils testent des stratégies. Ils apprennent à s'affirmer. Ils apprennent à négocier. Bon, tu sais quoi? Je te prête ma voiture électrique pour 5 minutes et en échange, tu me donnes ton bonbon. Ils apprennent à se confronter à l'autre. Ah ouais, le plus petit parfois peut gagner sur le plus grand. Il peut avoir une bonne réponse. Et finalement, ils apprennent le relationnel. Donc, il y a beaucoup de discussions où le ton monte un peu, qui leur apprend énormément. Et on doit les laisser. Jusqu'à quel point, bien entendu? Jusqu'à un certain point. On va en parler juste après, à quel moment on se mêle justement. Parce que se mêler ou ne pas se mêler, la question, c'est pas de se mêler ou ne pas se mêler. C'est quand se mêler et quand ne pas se mêler. Il y a une part dans les disputes qui est pour eux comme un peu votre cours de sport. Ça muscle un peu, ça apprend plein de trucs. Et donc un enfant, il se fait avoir 1 fois, 2 fois, la 3e fois, il ne se fait pas avoir. Soit vous en voyez un qui profite un peu d'un autre, qui a pas trop compris qu'on est en train de lui tourner la tête, parfois il faut pas se mêler. Parce que le plus jeune ou le moins fif, il va se rendre compte qu'il s'est fait avoir
Et il va se dire: «Ah ouais, comme ça tu m'as eu». Vous savez, je les vois jouer des fois à des trucs là, 1, 2, 3, celui qui dit le dernier chiffre, il a perdu. Je les vois, les grands, les petits. C'est vrai, le grand, il va jouer avec un plus petit, il va profiter pour gagner à chaque fois. Bon, bien sûr, heu, ça dépend jusqu'à quel point on va pas se mêler, hein. Si le petit, systématiquement, il perd et il se met à pleurer, alors il y a peut-être une intervention qui peut être là et puis développer l'empathie du plus grand vers le plus petit. Bref, je vais pas me perdre, là, je commence à faire, de l'arborescence. Mais je vais rester sur mon sujet. Les enfants apprennent beaucoup de choses grâce à leurs disputes. Quelque part, on doit se dire que c'est positif, que, par exemple, si vous voyez un enfant qui lève le ton: «Non, ça suffit, ça m'énerve quand tu me dis ça!» Très bien, laissez-les, laissez-les. Ils apprennent, bah, à se défendre. Ah, évidemment, tout n'est pas permis, hein. Alors, je disais en tout dernier là, le la petite, les petites lettres qui sont sorties, développer leur intelligence émotionnelle et relationnelle. Je voudrais rester quelques secondes dessus. Il faut savoir que, l'intelligence émotionnelle, qui a longtemps été ignorée, aujourd'hui, elle est mise sur un piédestal. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas l'intelligence qu'on appelle le QI, l'intelligence intellectuelle, qui va donner, qui va garantir l'avenir de nos enfants. Alors que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus garante qu'un enfant fonctionnera bien dans la vraie vie. Alors c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Eh bien, c'est déjà se connaître, connaître ses émotions. C'est pour ça que c'est important d'accueillir les émotions de nos enfants, être capable de lire les émotions des autres, être capable de se rendre compte que l'autre personne a une émotion. Et puis, dans l'intelligence émotionnelle, il y a aussi la capacité à gérer sa frustration, à savoir que on peut pas tout avoir tout de suite et que je peux parfois attendre ou parfois on me dira non ou parfois il y a un objet qui m'est précieux qui va se casser et je vais être triste et je vais pouvoir gérer ma frustration, gérer ma colère, gérer mes émotions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et dans l'intelligence émotionnelle, vous avez aussi l'intelligence qui nous permet de bien communiquer avec les autres, d'accepter d'entendre des opinions qui sont pas les nôtres et malgré tout, par exemple, de les reformuler et cetera. Les disputes, ça va aider nos enfants à acquérir cette intelligence qui est tellement importante dans la vie et qui est bien plus importante, en tout cas tout autant, mais certainement plus importante même que l'intelligence intellectuelle, qui permet de résoudre des équations, mais qui permet pas forcément de bien s'entendre avec sa femme le jour où on sera marié. Donc, la réaction des parents lors des disputes aura un impact important sur le développement de cette intelligence émotionnelle et relationnelle. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet, on ne le prend pas du tout à la légère et on va le développer, on va travailler dessus. Sans compter, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais on a peut-être certains d'entre nous, peut-être tous, des petits souvenirs de blessures liées au conflit entre frères et sœurs. Et effectivement, la réaction des parents va du coup avoir toute son importance. Alors, je fais un petit rappel très rapide sur le cerveau pour, partir sur les émotions. J'ai besoin des émotions pour gérer les disputes. C'est indispensable. Déjà, je me rappelle que dès que je me sens en danger, c'est mon cerveau archaïque, mon cerveau survie qui prend le contrôle. Se sentir en danger, ça existe aussi dans les relations frères et sœurs. On a, n'importe quelle dévalorisation. Un enfant, par exemple, dans un jeu qui perd, il peut tomber en survie. Pourquoi? Parce qu'il se sent nul. Alors, il va partir dans l'attaque. «Ouais, t'es un tricheur, c'est ta faute!» Il va partir dans la fuite. «Je veux plus jouer, c'est nul ce jeu. Non, non, moi je joue plus, c'est nul». Ou il va être inhibé. Donc, il va être un peu inerte comme ça, il va pas vraiment réagir. Bon, en général, chez les enfants, dans ce type de situation, on voit plutôt l'attaque ou la fuite comme réaction de survie. D'accord? Les émotions, c'est vraiment elles qui jouent un rôle primordial. Vous les voyez, vos enfants? Il y a l'émotion quand elle est gérable, il y a l'émotion, bah, vous les voyez change de tête. Vous voyez la colère sur leur visage, vous voyez le rouge qui monte. Là, c'est plus les mêmes là. Là, on les a perdus là. D'accord? On en avait parlé la semaine dernière. Je vous invite à regarder l'enregistrement de la conférence précédente pour comprendre comment les émotions, elles agissent et comment elles déconnectent le cerveau. Et enfin, nous avons donc le cerveau supérieur qui nous permet d'analyser les situations, prendre les bonnes décisions,
avoir de l'empathie pour une autre personne, gérer mes émotions, lire les émotions des autres, toutes les fonctions supérieures, etc. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'en réalité, nous devons avoir tous un baromètre émotionnel. On doit savoir, avant de savoir est-ce que j'interviens ou pas, je dois savoir quel est le taux émotionnel, soit de moi, soit des enfants. Alors, je vous ai présenté des thermomètres émotionnels que j'ai trouvés sur Internet, que vous pouvez trouver vous aussi. J'ai juste tapé sur Google, donc ça ne m'appartient pas. Je les ai rajoutés, d'accord? Vous pouvez les fabriquer même. Ça vous permet de savoir on en est où là dans les émotions. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important de savoir? Alors, je vous présente un outil également que vous retrouvez sur Internet. Vous tapez simplement «Le cerveau dans la main» de Daniel Siegel. Je n'ai pas signé, mais cette main, elle a été créée par Daniel Siegel, qui va vous expliquer que nos 3 cerveaux, vous pouvez les retrouver dans la main. Vous avez le cerveau d'en bas, dans la paume de la main, le cerveau survie. Le cerveau émotion, vous le mettez dans le pouce. Et le cerveau d'en haut, vous repliez les doigts, c'est celui qui réfléchit. Et vous allez montrer ce cerveau à vos enfants. Il y a 2 petites vidéos, ou même plus que 2 vidéos, sur le sujet. C'est très intéressant de montrer ces vidéos à vos enfants. Parce qu'ils vont se rendre compte de quoi? Quand tout va bien, je suis comme ça. Ici, mon cerveau du haut est connecté. Il me permet de prendre les bonnes décisions. Même en cas de colère, même en cas de peur, je reste capable de prendre des bonnes décisions. Je suis capable de réfléchir, d'analyser. Mais lorsque l'émotion est trop forte, rappelez-vous que l'émotion, c'est le pouce. Imaginez-vous que le pouce, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il va déconnecter le cerveau supérieur. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus capable de réfléchir. C'est ce qu'on appelle la crise. J'ai perdu le contrôle. Regardez au niveau de l'échelle, vous avez perte de contrôle au niveau de la crise. D'accord? Et là, souvent, vous allez dire ou vous allez faire des choses que vous allez regretter, que vous allez vous dire, mais j'étais fou. Et c'est pour ça que les enfants, ils doivent apprendre eux aussi ce mouvement. Quand je suis comme ça, je fais souvent n'importe quoi. Je dois apprendre à me reconnecter. On appelle ça le retour au calme. Je dois faire un retour au calme et ensuite, je déciderai. Il m'a cassé ma voiture, bam! Là, je peux le massacrer, d'accord. Eux étaient très en colère. Tu fais un retour au calme. Et une fois que tu auras fait le retour au calme, tu vas réfléchir à comment tu vas réagir, les décisions que tu prends, quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé. Alors attention, je ne suis pas encore rentrée dans les clés, hein. Je suis encore un petit peu au niveau de la théorie. Simplement, je vous dis que cette image du cerveau, elle peut vous accompagner, elle peut vous aider à prendre conscience de votre état, à prendre conscience de l'état de vos enfants. Donc déjà, avant de démarrer, comment gérer les disputes de nos enfants, on commence par apprendre à utiliser notre baromètre émotionnel et à savoir où je me situe. Est-ce que je suis là, déconnectée, ou est-ce que je suis là, connectée? Et quand l'enfant est déconnecté et le parent est déconnecté, on a les deux en crise, ça devient très compliqué. Mais si le parent reste connecté, il va aider l'enfant à se reconnecter. Et des fois, je dis à mes enfants, je suis comme ça là. 2 secondes, donnez-moi un temps. Je peux pas, je suis comme ça. Des fois, je leur dis à mes enfants, t'es comment? T'es comme ça ou t'es comme ça? Tout ça, c'est des choses qui vont développer leur intelligence émotionnelle parce que ça va leur apprendre à prendre conscience de leur état. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup. Alors, j'ai mis la clé, hein, là, vous la voyez, la petite clé en haut à gauche. Je reprends ma phrase. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il va y avoir pas mal de disputes dans lesquelles les parents n'interviendront pas. Et ce serait dommage d'intervenir. Comment je sais? Ben, j'utilise mon baromètre émotionnel. Les enfants, ils ne sont pas déconnectés. Ils lèvent un peu le ton, se chamaillent un peu, vous savez, des fois à table. Moi, je le savais avant toi, de toute façon. N'importe quoi, moi, je le savais avant. Bah non, la dernière fois, je lui ai dit, ouais, tu fais exprès, je te connais, ah, t'es un menteur. Moi, menteur, mais. Vous savez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez les émotions qui commencent à chauffer, mais elles ne sont pas encore déconnectées. Ça chauffe. Vous sentez que ça chauffe. L'erreur que font les parents, c'est soit ils disent rien, ils disent rien, ils disent rien, ils disent rien, soit ils tombent et ils interviennent de trop. Mais il y a un intermédiaire. Regardez ce que je vous propose. Vous observez.
petite chamaillerie, ton qui monte, émotion qui commence à grimper. Je décide de ne pas intervenir, mais tout en n'intervenant pas, je suis attentive. J'ouvre les yeux, je les regarde, j'observe, je leur montre que j'écoute. Ça me permet, si j'ai l'impression que le cadre est dépassé, par exemple, gros mots interdits, menaces, tu tais ou je te massacre. Ah, là j'entends des mots interdits. Les enfants ne sont pas encore déconnectés. Donc, ils sont encore réceptifs à une intervention douce. Juste un petit recadrage. Juste les prévenir de ce qu'il faudrait faire. Par exemple, ah, je ne permets pas qu'on parle comme ça. Ah, on ne traite pas dans cette famille. On ne se traite pas, les enfants, vous savez. Ça demande évidemment de poser le cadre. Je ne vais pas revenir dessus, c'était l'intervention de la semaine dernière. Donc ça, c'est première situation. Les situations dans lesquelles je ne vais pas intervenir sont en général des situations dans lesquelles il y a des petits bisbis, c'est positif, ils apprennent à se positionner et ils apprennent à quel moment je m'arrête. Ils apprennent à prendre le dessus de la discussion, mais prendre le dessus peut aussi vouloir dire je domine, je contrôle, j'écrase. À quel moment on s'arrête? Alors, au lieu de se montrer totalement indifférent, au lieu d'ignorer, on peut se montrer attentif, observer, faire un petit signe comme quoi, qu'est-ce que j'entends là? Juste ça. Hep, hep, c'est tout. Et des fois, ça va suffire. Ça leur apprend qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Vous êtes là, vous entendez, vous ne dites rien, vous les laissez faire, vous leur donnez un peu d'autonomie, c'est bien, comme ça ils apprennent à se positionner, ils apprennent à quel moment il faut s'arrêter. Ça, c'est valable lorsque le baromètre émotionnel, il est encore, vous avez remarqué la petite flèche rouge, elle est encore tout en bas. Voilà, j'espère que c'est clair. Je passe à la suite. Évidemment, il y a des moments où je vais intervenir. Je vous ai remis le petit thermomètre émotionnel. Quand vous intervenez, la première question que vous allez vous poser, c'est: y a-t-il une émotion? Et s'il y a une émotion, elle est chez qui? Ah, des fois, elle est chez moi. Si elle est chez moi, je risque de mal intervenir. Je risque d'arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si l'émotion elle est chez moi? Souvent, cette émotion, elle est due à quoi? Rappelez-vous ce qu'on a vu tout au début. Nos valeurs. Ah, ils vont se détester toute leur vie. Et moi qui ai tout fait pour que mes enfants s'aiment. Comment j'ai tout raté? Vous voyez, ça veut dire que vous allez avoir des croyances. J'ai pas le temps trop de travailler sur les croyances ce soir, mais ces valeurs, souvent, c'est elles qui créent chez vous cette émotion. Alors qu'en réalité, les enfants, quand ils se disputent, ce moment-là, il faut oublier les valeurs. Il faut oublier ces angoisses. C'est un petit peu comme l'accueil de l'émotion. J'avais expliqué dans l'accueil de l'émotion que vous devez, et c'est pour ça que, entre parenthèses, la rivalité, c'est des outils qui vont utiliser tous les autres outils déjà vus. C'est-à-dire qu'en général, j'invite les parents sur le groupe Rivalité, ceux qui ont déjà suivi un programme avec moi. Parce qu'on a besoin des outils des émotions, des outils du cadre, et on va encore enrichir. Donc, on a ces valeurs qui viennent mettre le feu. Hein, mes enfants, ils s'aimeront jamais, ils vont se détester. Peut-être qu'ils ne se parleront pas comme ils seront grands, comme moi et ma sœur, on ne s'adresse pas la parole. Oh! Et là, ça monte chez vous. C'est pas possible. Ça suffit. Mais ton frère, c'est la chose la plus précieuse pour toi. C'est pas le moment. C'est pas le moment parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai pas eu le temps de trop m'attarder là-dessus, mais l'émotion de la jalousie, c'est une émotion qui est saine. Oui, je sais que c'est difficile à accepter et moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup étudié le sujet pour en arriver à cette conclusion. C'est une émotion qui est saine parce qu'elle nous invite à se positionner. La question, la jalousie, c'est une façon de se demander qui je suis. Est-ce que je suis par rapport à moi-même ou est-ce que je suis par rapport à quelqu'un d'autre? Et lorsqu'on est jaloux, en général,
La raison, c'est qu'on n'a pas trouvé sa place. C'est aussi simple que ça. Je suis en train de regarder, je l'ai. Ouais, c'est ça. Je devais le dire sur la slide précédente. Je le dis maintenant. C'est souvent le fait qu'on cherche sa place. Regardez, un enfant, vient d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il se dit, si papa et maman ont ramené un bébé, c'est que je suis sûrement pas assez bien pour eux. Ils sont partis chercher mieux. Ben, du coup, je suis qui, moi? Où est ma valeur? Où est ma place? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis toujours aimée? Ah, il va commencer à faire des bêtises. Parce qu'en faisant des bêtises, il tape le bébé, il va attaquer juste ce que les parents aiment beaucoup. Ils se disent, est-ce que quand je fais une bêtise, je suis toujours aimée? Il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'il est aimé. Donc, vos valeurs, vous allez les transmettre, mais pas maintenant. C'est pas au moment où vos enfants se disputent que vous devez leur faire une leçon de morale sur les valeurs de l'amitié et de la fraternité. C'est pas le moment. Ces valeurs-là, vous savez quoi? Vous les mettez dans une petite case, vous fermez à clé et vous l'ouvrirez quand tout le monde sera calme. Et là, vous apporterez ce qu'il faut pour développer vos valeurs. Donc, je reprends. Première question à se poser, y a-t-il une émotion? Oui, chez qui? Si elle est chez moi, je viens de vous expliquer, en fait, pour gérer les rivalités de vos enfants, il va falloir vous calmer vous d'abord. Ça arrive, hein. Ce que vous montiez à 90 degrés, il n'y a pas de problème. Mais il faut en prendre conscience. Que faire? Ça dépend. Vous avez vous aussi un baromètre émotionnel. Si votre baromètre émotionnel, il est en bas, vous êtes un peu agacé, un peu en colère, un peu fâché, vous avez mal aux oreilles, ça crie trop, dites-le. J'exprime mon émotion en jeu. Mais si votre baromètre émotionnel, il est là-haut, vous êtes furieux, il vaut mieux ne rien dire. Il vaut mieux ne rien dire. Mettez tout le monde en sécurité, allez respirer un bon coup, prenez un verre d'eau, un petit café, et revenez quand ça va mieux. D'accord? Sécurisez et attendez que ça passe. OK? Je répète, si votre émotion, elle est en dessous de 4-5, dites, les enfants, j'en ai marre. Ça fait trop de bruit, j'ai mal à la tête. Je me suis assise sur le canapé pour me détendre, je n'ai pas envie d'entendre ces cris. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Dites-le. Dites que ça vous agace. Bon, regardez. Vous voulez vous disputer, il n'y a pas de problème. Faites-le dans la chambre, laissez-moi me détendre. Là, vous n'êtes pas encore en déconnexion du cerveau. Vous parlez de votre émotion et de votre contrariété. Si vous êtes en déconnexion du cerveau, il vaut mieux se taire. Où est l'émotion? Chez mes enfants. Bien, alors là, c'est de la gymnastique qu'on va devoir faire. Quand nos enfants arrivent, furax, rouge, il a fait, non, c'est pas vrai, c'est lui, je te jure, regarde, maman, regarde. Et puis surtout, celui qui pense qu'il a tort, il crie beaucoup plus fort que celui qui a raison, enfin entre guillemets, parce que moi je distribue pas de raison et de tort. Il crie beaucoup plus fort parce que il veut qu'on lui donne raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner de raison et de tort, parce que vous les voyez qui surjouent, qui se disent mais oui, mais il m'a fait encore plus mal, regarde, j'arrive même pas à marcher. Hein, vous la connaissez. Comme ça, et puis vous êtes là et vous vous dites sur qui je me fâche. Vous passez de l'un à l'autre sur lui, non pas sur lui, non sur lui. Ah, alors, vous allez partir dès le départ en vous disant vous n'êtes pas là pour ça. Et quand vous allez arrêter de le faire, vos enfants vont arrêter eux aussi de le faire. Oh, ils vont arrêter de le faire aussi, parce qu'ils vont voir que ça ne marche pas. D'accord? Alors, on reprend notre baromètre émotionnel. Si les enfants sont connectés, donc il y a des émotions chez les enfants, mais ils sont connectés. La main, qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez verbaliser les émotions de chacun. De l'un, de l'autre. Oh, tu voulais pas qu'il rentre dans ta chambre. Ah oui, toi, je vois que ça te fâche vraiment qu'il ne te laisse pas rentrer dans ta chambre. Ah, toi, tu voulais la voiture rouge. Et toi, au même moment, tu voulais aussi la voiture rouge. Ah, 2 enfants qui veulent la même voiture au même moment. Moi, c'est compliqué ça. Vous résumez. Bon, je ne l'ai pas mis parce que je ne peux pas tout mettre, c'est trop haut, mais voilà, je vous le dis à l'oral. C'est compliqué, hein. Là, vous ne verbalisez pas les émotions, vous verbalisez les faits et la problématique. J'aurais dû rajouter les faits et la problématique. Mais si les émotions des enfants sont déconnectées,
proposer un retour au calme pour régler cela ensuite. On fait alors le temps n'est pas forcément, pas 4 ans, hein, ça peut être quelques secondes. Regarde, là vous êtes trop en colère pour discuter les enfants, on ne peut pas discuter comme ça. On va prendre un temps de respiration, d'accord? Allez. On respire, on essaie de se calmer. Dès que tout le monde sera calme, vous allez me raconter ce qui s'est passé. Et quand il vous raconte, vous faites exactement ce que j'ai dit au-dessus. Vous verbalisez les émotions de l'un, de l'autre. Et ça va les aider à développer leur intelligence émotionnelle. Pourquoi ça va les aider à développer leur intelligence émotionnelle? Parce que c'est super dur d'écouter les émotions des autres. Quand je suis en colère contre lui parce qu'il m'a éjecté de sa chambre ou parce qu'il m'a arraché ma voiture et qu'il est en train de donner son point de vue, j'ai pas envie de l'écouter, le point de vue de l'autre. D'ailleurs, la plupart des parents vont dire, mais ils vont jamais me laisser. D'ailleurs, c'est souvent ce que les enfants font, ils ne vous laissent pas. Sauf que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous allez dire, chacun son tour. Je vais écouter tout le monde. Et quand quelqu'un parle, on n'a pas le droit de lui couper la parole. Si c'est trop dur, je vous invite à utiliser le bâton de parole. Le bâton de parole, je vous l'ai mis là, dans l'image. C'est quoi le bâton de parole? Vous inventez un petit bâton, ce que vous voulez. Hein. Un rouleau de papier d'alu que vous entourez de papier d'alu, le sceptre du roi, comme on fait à Pourim. Prenez un bâton. Voilà, imaginez ça. Hop. Celui qui a le bâton dans la main, il parle. Tant qu'il a le bâton dans la main, on n'a pas le droit de lui couper la parole. Dès qu'il a terminé, il donne le bâton à quelqu'un. Donc ça, c'est une façon de visualiser le fait de ne pas se couper la parole l'un l'autre. On n'a pas conscience de l'importance que ça a. Il faut savoir que le bâton de parole, ça peut se faire aussi. Alors, je vous invite vraiment à le mettre en place si vous êtes enseignant, si vous êtes animateur de colo. Mettez-le en place auprès de vos élèves. Quand vous les voyez tous là, comme ça, qui veulent tous parler en même temps, vous dites, ah les enfants, 2 secondes, on va aller chercher le bâton de parole. Qui le prend en premier? Bon, vous gérez ça, hein, le premier, hein, bon, sinon vous imposez. Bon, tiens, je le donne à David en premier. Vas-y, David, on t'écoute. Celui qui coupe la parole. C'est pas vrai, madame, c'est pas ça qui s'est passé. Regarde, Stéphane, peut-être que tu n'es pas d'accord avec David, mais quand David y parle, on ne l'interrompt pas, et quand toi tu parleras, on ne te coupera pas la parole. Continue, David, s'il te plaît. D'accord? On ne se laisse pas impressionner. Chacun va parler à son tour. Qu'est-ce qui va se passer après que chacun ait parlé? Alors, le problème quand il parle, c'est que votre cerveau, il fait ça. À qui je vais donner raison? À qui je vais donner tort? Mais qui raconte la vérité? Qui ment? Alors, je vais vous soulager d'un très gros fardeau. On s'en fiche. On n'a pas besoin de savoir. Je vais vous dire pourquoi. Chaque enfant, dans son cerveau, il a raison. Les enfants, ils voient l'histoire avec leur propre prisme. Vous savez, quand il y a un accident, par exemple, et que vous avez 3 témoins, les 3 témoins ne racontent pas la même chose. D'ailleurs, celui qui a fait l'accident et celui qui a subi l'accident ne racontent pas la même histoire. D'ailleurs, si vous et votre conjoint ou votre enfant ou peu importe la personne avec qui vous êtes vivez quelque chose et que vous venez me le raconter, vous aurez 2 versions. Est-ce qu'il y en a une juste et une fausse? Non, c'est la façon dont vous l'avez perçue. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas notre problème de savoir qui a raison et qui a tort. C'est une vraie libération. Le jour où j'ai appris ça, ça m'a enlevé un poids, vous n'avez pas idée. Vous n'êtes pas un arbitre. Vous n'êtes pas là pour distribuer des cartons rouges. Vous n'êtes pas là pour vous positionner entre vos enfants et dire qui a raison, qui a tort. Vous devez être un médiateur. C'est quoi un médiateur? C'est quelqu'un qui aide au dialogue. En fait, vos enfants sont encore un petit peu immatures pour savoir dialoguer tout seuls l'un avec l'autre. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aide. C'est vous le parent qui les aidez. Donc, vous avez déjà commencé, puisque vous les avez invités à parler chacun de sa vision et de nommer leurs émotions, et vous avez en plus reformulé. Vous avez aidé à raconter leur version des faits. Maintenant, il y a plusieurs situations possibles. Évidemment, les clés que j'ai données ici n'englobent pas toutes les situations. Parlons des disputes. Si on a des disputes sur ouais, c'est mes fautes, non, mais moi j'en ai besoin, tu dois me les prêter, j'ai un contrôle, ou bien c'est ma chemise, oui, mais elle ne va plus. Alors tu peux me la passer, en quoi ça te dérange? Non, mais je veux quand même pas te la passer parce que j'y tiens. Hein, vous voyez le genre de situation? Et là, vous êtes là à dire d'un côté, elle a raison, c'est sa chemise. D'un autre côté,
que ça lui coûte de la prêter à sa sœur? Bon, écoute, prête-lui. Non, je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle n'a pas prêté l'autre fois quand je lui ai demandé. Je dis, ouais, c'est vrai en fait. Bon, alors non, ne lui prête pas. Maman, elle est pas gentille, j'en avais pas soin. Et là, hop, vous en êtes où là? On s'en sort pas. On s'en sort pas. Quoi que vous disiez, vous avez tort. Alors, vous n'allez pas dire ça. Vous allez reprendre la clé précédente, qui était chacun, voilà, bâton de parole, chacun parle de ses émotions. Vous résumez, vous écoutez chaque avis, vous reformulez et vous encouragez la négociation. Par exemple, ouais, c'est vrai, c'est ta chemise. C'est toi qui décides si tu la prêtes ou pas. Oui, je comprends. Toi, tu en as vraiment envie aujourd'hui. Et en plus, comme elle lui va plus, tu pensais qu'elle allait te la passer. Donc, tu es vraiment déçue là. Écoutez, les filles, franchement, je vous laisse négocier ça entre vous. Peut-être que Sarah, tu peux voir avec Dina si entre. Tu sais, il y a le troc. Tu peux les inviter à faire du troc. Essaie de négocier ça avec ta sœur. Je suis sûre qu'il y a un truc qui lui ferait plaisir, qui ferait que. On parle pas de chantage, on parle de troc. Hein. C'est-à-dire, vous encouragez les enfants à négocier, à trouver des solutions, des alternatives. Parfois, vous allez devoir appeler le cadre. J'encourage la négociation lorsqu'il n'y a pas de cadre à ce sujet-là. Mais parfois, il y a le cadre. Alors, chez nous, à force d'utiliser ces techniques, mes enfants et moi, on a posé le cadre. Alors, c'est rigolo ce que ça va donner. Alors, quand on joue à nos Playmobil et qu'on va aux toilettes, c'est le même jeu. Donc, on n'a pas le droit de nous les prendre. Mais si maman nous appelle pour manger, le jeu est terminé et au prochain jeu, on a le droit de les prendre. Alors, qui a édifié ces règles? Ce sont mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris qu'il y a des règles quand on joue. Par exemple, c'est son camion. C'est vrai que tu l'as dans les mains, donc il ne doit pas te l'arracher. Mais c'est vrai que c'est son camion. Donc, si tu le veux, il faudra d'abord le lui rendre. Et ensuite, tu le lui demanderas gentiment. Je suis sûre qu'il te dira oui s'il n'en a pas besoin. Alors, il y a plein de clés dans ce que je viens de dire. Je ne peux pas toutes vous les détailler. Mais je vais vous les résumer très vite fait. Respecter la propriété, c'est une clé super importante. Montrer à l'enfant qu'on a confiance en lui dans sa capacité à prêter. Ça encouragera beaucoup plus le prêt que forcer. Ne jamais forcer à prêter quand c'est leur objet. Respect de la propriété, c'est fondamental si vous voulez que vos enfants apprennent à prêter. D'ailleurs, Guinotte, il avait une expression que j'adore. Il dit comme ça, un enfant ne peut apprendre à prêter que s'il apprend à posséder. Apprenez-leur le respect de la possession et vous verrez que vos enfants prêteront beaucoup plus. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'ici, on parle du cadre. Il y a un cadre qui doit être posé. Ça ne peut pas être un coup oui, un coup non. Un coup on donne raison, un coup on donne tort. Un coup on choisit comme ça parce que c'est le plus faible et on veut pas qu'il pleure. Non, non, mais dans cette maison, on prête. Alors tu lui passes ton camion. Le lendemain, non, non, mais c'est à lui, hein, tu ne le prends pas. Mais ça manque de cohérence. Vous comprenez? À un moment donné, il faut avoir une certaine cohérence dans notre façon de poser ce cadre. Donc il faut y réfléchir. Un cadre, ça se réfléchit. Puis des fois, on peut créer une réunion de famille sur ce fameux cadre. Petit, quand je dis réunion de famille, rien de très officiel. Hein. Venez les enfants, discutons. Alors, puisque vous n'êtes pas d'accord, venez, c'est le moment d'en parler. Évidemment que sur des cerveaux connectés. Ne faites jamais ça si les enfants sont comme ça. Parlons-en. C'est quoi la règle des plémos? Tout le monde joue ensemble, on est obligé de passer, ou vous préférez que chacun, il ait les siens et qu'il les prête que s'il est d'accord? Et vous négociez les règles avec eux, vous les décidez avec eux. Le jour où le petit il arrive, il pique les plémos, vous faites exactement ce qu'on a dit. On écoute chaque avis. Non, on écoute les émotions. On fait le bâton de parole. On reformule les émotions. Et après, on pose la question. C'est quoi le cadre dans ces cas? C'est quoi la règle? Ben, la règle, c'est que on ne peut pas prendre les plémos s'il est parti aux toilettes. D'accord. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Je sais que tu n'es pas très contente, tu vas devoir lui rendre. Mais quand ça sera ton tour, tu seras bien contente aussi de ne pas prendre les plémos, qu'on ne vienne pas te prendre tes plémos. Parce que la règle que vous imposez à votre enfant, elle le protège en fait. Et c'est important de le rappeler. Bon, je vous ai donné plein de choses en même temps. Hein. J'espère que je ne vais pas trop vite. Proposer des suggestions. Si les enfants ne sont pas capables de négocier parce qu'ils sont trop petits, vous allez les aider en proposant des choix, des suggestions. Hein. Des fois, on peut proposer des choix du style « Bon, vous préférez jouer ensemble, on fait moitié-moitié, ou jouer ensemble dans le même jeu ?» Si les enfants n'arrivent pas à s'entendre, vous dites ben, « Dans ce cas-là,
On va faire 5 minutes, 5 minutes. Vous voyez, vous allez proposer des suggestions, vous les motivez à trouver un compromis, notamment en posant une conséquence. Par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver un moyen de jouer ensemble avec ce ballon, vous choisissez un autre jeu et pendant ce temps, le ballon, je vais le garder. Dès que vous avez trouvé une solution, je vous le rendrai. Vous venez me dire ce que vous avez choisi, je vous rendrai le ballon. C'est une conséquence que vous posez qui va un petit peu les obliger à s'asseoir à la table des négociations. Quand vous leur apprenez à négocier, vous développez leur intelligence émotionnelle. Développer l'intelligence émotionnelle, je sais que je me répète, c'est des enfants qui fonctionneront à l'école, dans le relationnel, gestion des disputes. Ça peut être même des fois des enfants qui arrivent à gérer les disputes des autres enfants. C'est ce qu'on constate en tout cas, qui savent se positionner face à la frustration. Bref, je ne vais pas continuer à faire l'éloge de l'importance de développer l'intelligence émotionnelle et relationnelle de nos enfants, et par la même occasion la nôtre. Parce que des fois, nous aussi, on ne l'a pas suffisamment développé et ça peut être intéressant de grandir avec nos enfants. Alors, maintenant, on va partir au paragraphe des bagarres. Alors, je ne vous cache pas que les disputes, c'est quand même les clés les plus complexes à mettre en place. Ce n'est pas impossible du tout, mais ça demande pas mal de compétences à développer chez nous-mêmes, notamment notre patience et notre croyance. Notre croyance comme quoi ça va marcher. Et au début, on doute de nous. On se dit, non, mais si j'écoute les émotions des deux, je ne vais pas m'en sortir, je ne saurais plus à qui quoi dire, qu'est-ce que je vais dire après. D'accord, au début, il nous faut un petit temps de rodage. Et jusqu'à arriver à une conclusion. Et puis des fois, les enfants, ils ne vont pas nous laisser faire. Ils vont nous tendre des pièges, hein, du style, ah, c'est toujours contre moi. Ça demande pas mal de compétences. C'est pour ça que sur cette partie-là, on a un bon développement dans la formation parce que, voilà, moi, je vous ai cité les clés. Si vous arrivez à les mettre en place, c'est top. Mais c'est possible que vous trouviez que ça difficile et c'est normal parce que ce sont vraiment des compétences relationnelles complexes. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, de ne pas lâcher jusqu'à ce que vous arrivez à votre but et croire en eux. Croire en eux dans leur capacité à régler leurs disputes. Les bagarres, limite, c'est plus simple. Les bagarres, c'est quand ça vient aux mains. Quand ça vient aux mains, là, il y a une intervention d'urgence et une mise en sécurité immédiate qui est nécessaire. Stop! On arrête ça immédiatement. Les coups sont interdits et je suis en colère. Vous avez le droit de parler de vos émotions, je vous le rappelle, et vous avez même le droit d'être en colère. La seule chose qu'il faut éviter, c'est quand on est en colère, de massacrer tout le monde autour de nous par des paroles blessantes et qui donnent un message que les gens sont mauvais. Mais en dehors de cela, en jeu, parlez de votre colère. Mise en sécurité. On sépare les enfants, on rappelle la règle qu'il est interdit de régler nos conflits de telle façon et on propose des alternatives. On peut aussi nommer les émotions, évidemment. Je ne vais pas le répéter assez, mais moi, le mode empathie, pour moi, je dis souvent aux parents, ça doit être votre mode par défaut. Et rien n'empêche de dire, je sais que tu es très en colère, il t'a fait mal ou il t'a arraché, il t'a déchiré ton dessin, il t'a cassé ton truc, je ne sais pas quoi. Je sais que tu es très en colère et je ne te permets quand même pas de taper. Proposer des alternatives. Tu vas lui dire ta colère. Par la parole, par un message écrit, par un dessin. Il y a des façons de dire sa colère permises. C'est celle-là que tu vas utiliser. Et la prochaine fois que ça se passe de nouveau, tu n'utiliseras pas tes coups. Tu utiliseras et vous citez les moyens permis. Parce que sachez une chose, dire à un enfant de ne pas faire ça, mais ne pas lui donner d'alternative, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que le cerveau, il n'a pas enregistré en fait. Si je vous dis, arrêtez de vous croiser les bras, je ne vous ai pas dit ce que vous deviez faire. Donc peut-être, vous ne savez pas quoi faire. Hein. C'est pareil, si vous dites aux enfants, ne tape pas, d'accord, je tape pas. Mais je fais quoi de mon émotion? Il faut bien qu'elle... Là, je suis furieux, là. Là, il m'a cassé mon camion que je viens d'acheter. Je suis comme un fou. Je fais quoi de cette émotion? Il faut pouvoir l'exprimer. C'est pour ça que j'ai marqué proposer une alternative. Donner à l'enfant une façon permise d'exprimer son agressivité. L'agressivité ne doit pas être tuée, détruite. C'est une qualité humaine. Je sais que j'avais surprendre plus d'un, mais c'est grâce à mon agressivité que si je me fais agresser, je saurais me défendre. Donc notre but, c'est pas de faire disparaître cette agressivité, mais de l'orienter, de savoir faire la différence entre les gestes permis, les gestes interdits, les moments de danger, les moments où on n'est pas en danger. D'accord? On peut aussi poser une conséquence.
sur le fait qu'il y a eu des disputes, comme par exemple, on prend un temps calme, je vous demande à chacun de vous asseoir, on va se détendre quelques minutes et le jeu reprendra après, par exemple. Bon, c'est pas vrai, les conséquences, c'est pas des punitions, ça ne ressemble pas aux punitions. Et ça peut parfois ressembler aux punitions, mais c'est la façon dont on les pose qui sont très différentes. Dans l'état d'esprit, c'est complètement autre chose. En faire un élément d'apprentissage, créer des réunions de débriefing, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez profiter des moments de dispute, de bagarre, même de dispute d'ailleurs, pour débriefer. C'est-à-dire pour, quand tout le monde est au calme, pour dire: «J'aimerais parler de ce qui s'est passé tout à l'heure» et c'est le moment de créer de nouveaux plans, on appelle ça des plans de vol. Qu'est-ce qu'on fera une prochaine fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a réagi? Est-ce que cette réaction était correcte? Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Et cetera. Et je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, que votre rôle en tant que parent n'est pas d'être un arbitre, mais c'est d'être un médiateur. Et c'est comme ça que vous aiderez vos enfants à développer leur intelligence émotionnelle et relationnelle. Les parents qui souhaitent approfondir ces notions, j'ai mes différents programmes d'ateliers coaching, petite enfance, enfance, ado, jalousie, rivalité. Et là, le prochain groupe qui démarre, c'est jalousie, si Dieu veut, en septembre. Il y a également les formations pour les enseignants, les directeurs, les crèches, les GAN, primaires, secondaires, pour les animateurs de colo. Je prends les parents en rendez-vous, les professionnels également, les conférences comme on le sait puisqu'on est en pleine conférence et enfin, j'ai une série qui est préenregistrée que tout le monde peut, qui est accessible moyennant un petit paiement. Parler d'intimité avec nos enfants, 6 conférences qui sont disponibles. Voilà, je vais vous laisser donc mon numéro de téléphone. D'abord, je vais laisser un petit temps pour les questions. Donc, je vais entre-temps, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Donc, je vous remets vos micros. Oui. Que vous mettez uniquement si vous souhaitez intervenir, en attendant que je vous appelle. Si vous avez des questions, alors j'ai développé un max et je ne vous promets pas de pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'à nouveau, il y a beaucoup de clés qu'il faut approfondir et développer, mais je vous ai vraiment donné un aperçu très, très, très général de la façon dont les disputes peuvent être gérées dans l'apprentissage, en fait, hein. Les enfants qui apprennent à grandir, qui apprennent à développer leur intelligence émotionnelle, le parent qui est moins nerveux, parce qu'il sait que c'est pas parce que ses enfants se disputent qu'il est en train de jouer leur avenir, c'est pas pour ça qu'ils s'entendront pas, qu'ils s'aimeront pas et que ces valeurs, vous allez les transmettre, pas par la morale et pas par la coercition, mais vous allez les transmettre par le modèle. Vous allez le montrer vous-même, comment vous réagissez lors d'un conflit avec vos enfants ou avec votre entourage ou avec, vos amis et ça, c'est beaucoup plus un modèle. Notamment les conflits que vous avez avec vos propres enfants, ça modélise la façon dont on gère les conflits et c'est beaucoup plus ça que vos enfants vont retenir que les leçons de morale. Alors Marvin, je te donne la Ouais. parole. Rivka, déjà, merci beaucoup. Je voulais juste dire un petit mot, à tous les parents, voilà, on a voulu organiser donc, on est EHRAD, une association qui organisons des colonies de vacances, entre autres et beaucoup Oui. d'activités, des shabbats pleins, des sorties, pendant l'année et des actions sociales aussi. J'espère que vous avez apprécié cette séance avec Rivka. Enfin, nous, on a toujours un grand plaisir avec ma femme à écouter et à apprendre. Sachez que la semaine prochaine, il y aura la dernière conférence de Rivka, donc à la même heure, lundi soir 20h15 et que si ça vous a plu et ben, à partir de la rentrée, parce que là, on arrive en juin, il y a bientôt les colos qui arrivent, mais on refera d'autres cycles de formation, peut-être avec Rivka, peut-être avec d'autres intervenants aussi, qui peuvent apporter du contenu. On trouve ça hyper important enfin, c'est un des combats qu'on a nous, on va dire d'accompagner, les parents et nos animateurs aussi sur la formation, parce que à se former à être de bons parents, de bons éducateurs, en fait. Voilà un peu notre attente et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions, mais Rivka a un peu dépassé le temps parce que c'est un sujet où il y a encore beaucoup à à approfondir. Mais voilà, si vous avez, on peut peut-être prendre 10 minutes Rivka, pas plus, je sais pas, 15 minutes, hein, si tu Ouais. veux. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le bon moment. D'accord. Mais en tout cas, vraiment, Marvin, merci beaucoup à vous de les organiser ces conférences parce que ça je pense que voilà, vu le nombre de parents qui sont présents, ça répond à des questions pour beaucoup de parents et je ne doute pas que la colonie que vous organisez, vous êtes beaucoup dans la réflexion, le bien-être de l'enfant et j'encourage tous les parents à s'y intéresser. Merci Alors j'ai beaucoup. vu une question à l'écrit.
Comment aider un enfant hypersensible de son rôle de victime dans la famille? Donc effectivement, c'est des rôles qui vont souvent, s'installer, notamment si vous avez pitié de cet enfant et vous le prenez souvent, en dé vous le défendez, heu, on ne se rend pas toujours compte qu'on rend on entretient une posture par nos réactions. Du coup, il y a sûrement beaucoup de conseils que je pourrais donner, mais le premier là, comme ça, qui me vient à l'esprit, c'est que quand, par exemple, l'enfant vient vers nous et se plaint, «Un tel m'a dit ci, un tel m'a dit ça», au lieu d'aller gronder les enfants ou au lieu, de lui donner des conseils à cet enfant, plutôt de lui dire: «Ah bon chéri?» Nommer ses émotions. «Oh, tu t'es fâché, tu es pas content, d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire?» Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Vous le mettez en action. Vous pouvez aussi lui demander: «Mais est-ce que tu penses qu'ils ont raison?» «Non?» Eh ben, tu as le droit de leur dire. Tu as le droit de leur dire. Ça veut dire qu'il a le droit de se défendre, cet enfant. Il a le droit de dire. C'est très important de lui donner le droit et d'aller l'envoyer lui sur le champ de bataille, de ne pas y aller à sa place et de lui dire: «Eh ben, va le dire à tes frères si tu le penses». Donc ça, c'est une idée. Je ne suis pas certaine d'avoir, répondu à la totalité de la question, mais en tout cas, c'est une première réponse. Souvent les parents: «Il m'a dit ça, viens ici, pourquoi tu as dit ça? Tu dis pas ça, OK? Allez hop, retournez jouer». Vous réagissez à la place de l'enfant. Vous lui montrez qu'il est pas capable de se défendre. «Non? Il t'a dit ça? Ah bon? Et tu en penses quoi?» «Eh ben, c'est pas gentil». Eh ben, tu vas lui dire que c'est pas sympa de parler comme ça et hop, vous le renvoyez lui sur le champ de bataille. Ne le surprotégez pas, cet enfant. Voilà, bah, écoutez, j'ai un peu peur qu'il y ait trop de questions. Non, je rigole. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça évoque beaucoup de choses, en fait et c'est évident que ça peut vous laisser avec plus de questions. Enfin, j'ai donné beaucoup de réponses, mais c'est aussi, ça éveille beaucoup de questions. Alors, je regarde ce qui arrive, tac, tac, tac. Alors ça y est, j'ai répondu à la question. Il y a autre Mais chose ou alors dites-moi? enfin, Ouais. moi, j'ai une petite expérience, justement dans le monde des colos. Une mère nous avait contactés pour nous dire: «Voilà, j'ai envoyé mon fils, mais il a été dans d'autres colos et à chaque fois, il a été harcelé». Mmh. Et on nous l'a assuré que tout allait bien se passer et cetera. Mais en fait, on a vu le comportement de l'enfant et il se mettait lui dans une situation où il se faisait en fait forcément harceler. C'était très compliqué à encadrer et la mère a réagi, avait vraiment des réactions ultra protecteurs. Ça vraiment rejoint ce que tu dis, limite à me harceler moi pour gérer tout le temps les situations et c'était pas évident de parce que bon, nous, on a les enfants que quelque temps, on n'est pas leurs parents, on peut pas tout mettre en place non plus. Hem, mais cette solution-là de on va dire de responsabiliser le jeune, face à une situation, nous, c'est quelque chose qui est bon, a souvent ancré dans l'animation parce que très tôt, ils prennent des rôles. Mais c'est vrai que, voilà, le parent l'a étiqueté comme, l'enfant harcelé. Peut-être que Ça. c'était le cas à l'école, c'était peut-être le cas dans d'autres colos vraiment. Mais du coup, c'était très dur de enlever cette image et être honnêtement, on n'a pas réussi. Ça a été, compliqué. Ouais. Bon, des fois le temps Alors comme ça, ouais, je vais rebondir sur cet, événement donc, l'enfant harcelé n'est jamais coupable ou responsable d'être harcelé. C'est très, très important de le savoir. Mais il a pas conscience que certaines postures peuvent entretenir ce harcèlement et lorsqu'il vient consulter, on va jamais le mettre entre guillemets «en tort» parce que si on fait ça, en fait, on joue contre lui, contre nous, donc pas de culpabilité ni rien. Mais on va déjouer, le phénomène et pour déjouer le phénomène, quelque part, il y a une prise de conscience que l'enfant, il doit se rendre compte que ce qu'il fait, ça fait que les autres continuent. Et que s'il change sa posture, les autres ne le trouveront plus intéressant à harceler. Ils auront peut-être harcelé d'autres, mais en tout cas, lui, et on voit souvent un phénomène, c'est que les enfants harcelés vont quitter leur école pour aller dans une autre école, ils sont harcelés dans la deuxième école. C'est très, très courant. Parce qu'en fait, ces enfants-là, on a besoin de les armer. Ils ont besoin d'apprendre la posture. Et simplement les changer d'environnement, c'est pas les enfants qui sont méchants. Oui, il y a toujours un peu de méchanceté, mais il y a aussi quelque chose qui va entraîner ça et ça se joue aussi sur la posture de l'enfant. Donc oui, évidemment, évidemment faire très attention effectivement à ces postures-là. On pourrait développer plus, hein, sur comment, faire sortir l'enfant d'un rôle et cetera, mais ce soir, on ne peut pas aller plus loin. Ça prendrait du temps. merci. Du coup, ben, voilà vos questions. Il n'y en a pas eu énormément ce soir et je vous laisse mon contact pour ceux qui le souhaitent.
Je vous le laisse à l'écran. N'hésitez pas à faire une capture, comme ça, vous ne le perdez pas. Et voilà pour ce soir. Et donc Rivka, ce sera enregistré et moi j'enverrai à tout le monde, hein, Voilà. le lien, pour revoir Tous les ceux qui sont 3 inscrits premières recevront le conférences. lien. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, hein, Merci beaucoup. merci à tout le monde et si Dieu veut, à la semaine prochaine pour, la suite sur À la semaine l'estime de prochaine. soi.